Alors, avant chacune des 6 tables rondes, j'ai un petit aidé par le cabinet FIDAL. Donc, le dispositif Egalim tend vers l'établissement d'un équilibre de la relation commerciale et notamment du prix de vente, mais ne sanctionne pas la disproportion excessive. À ce premier chef de sanction s'ajoute celle de l'interdiction pour les PGC de la discrimination non justifiée par des contreparties réelles et plaçant celui qui en bénéficie ou l'a subi en situation d'avantage ou de désavantage dans la concurrence. Le législateur aspire à ce qu'il soit créé par filière des référentiels de marché, les fameux indicateurs, pour permettre de mesurer l'adéquation du prix de vente au marché considéré. Ceci étant dit, je vais passer la parole à Anne-Sophie et à Nicolas qui vont nous expliquer tout ça. Notamment, vous avez donc quelques minutes avant de lancer la table ronde. Merci beaucoup. Donc oui, merci pour cette introduction déjà très juridique, j'ai envie de dire, parce que on est face à un dispositif qui est rendu à son 3e volet, peut-être 4e, sait-on jamais, qui en réalité avait pour vocation de venir protéger la rémunération des producteurs agricoles, mais qui, par son toilettage du Code de commerce, est venu aussi s'intéresser évidemment aux relations commerciales stricto sensu et à l'équilibre des dites relations. Dans l'application de ce texte et par rapport à la construction du prix, on a quand même un élément qui reste central, ce sont les conditions générales de vente. Puisque le Code de commerce là-dessus n'a pas été modifié, les conditions générales de vente demeurent, dans le cadre des négociations commerciales, le point de départ des négociations commerciales. Donc on sait depuis longtemps maintenant que ce n'est pas quelque chose d'immuable, c'est quelque chose qui est négociable, mais ça reste un point de départ, d'où l'importance aussi de leur construction. Et on verra tout à l'heure aussi l'importance que ça peut avoir dans le cadre des négociations elles-mêmes. L'autre aspect de cette réforme que vous évoquiez, Yves, c'est l'aspect effectivement des contreparties de cette notion de discrimination et de non-discrimination. Ça a été quand même longtemps un vrai sujet. On se rappelle de début des années 2000, en fait, avec ce principe très strict de non-discrimination, où on arrivait avec des notions de marge arrière qui avaient des taux extrêmement significatifs. On a eu à un moment donné une loi LME qui est venue mettre un contrebalancier derrière pour venir dire fini la non-discrimination, allez-y. Et puis aujourd'hui, une situation, j'ai envie de dire, un peu hybride, où cette notion de non-discrimination, notamment pour les produits dits de grande consommation, les PGC, finalement, on peut s'interroger sur le plan juridique de savoir où on en est. On sait qu'il faut qu'il y ait des contreparties pour pouvoir accorder des avantages tarifaires, donc contrepartie non manifestement disproportionnée. Mais alors après, cette notion de discrimination, est-ce qu'elle empêche de distinguer des personnes qui vous offrent des contreparties différentes, ou est-ce que par cette notion de contrepartie, il y a moyen de distinguer les politiques tarifaires qui vont être mises en œuvre? C'est une vraie question pour les praticiens, pour les acteurs économiques, pour les fournisseurs, pour les distributeurs. C'est une question essentielle puisque c'est là que se joue la négociation en réalité. Donc ce point-là, effectivement, aujourd'hui, c'est un enjeu extrêmement fort. Je parlais tout à l'heure de l'importance des conditions générales dans la négociation, mais il faut avoir un autre toujours au-dessus de cet aspect négociation et code de commerce. J'en ai sur cette même estrade, je crois l'année dernière, j'en ai déjà dit un mot. Avoir en tête cette notion du code civil réformé en 2016 de bonne foi et de loyauté dans les négociations commerciales. Je reste intimement convaincu que demain, ce sera dans les cadres des discussions, des négociations, des constructions de contrats et peut-être encore plus dans les phases de pré-contentieux ou de contentieux, une notion clé. Et on voit que ce qui transpire des nouveaux textes, quels qu'ils soient, qui interfèrent dans le monde des négociations commerciales, cette notion de bonne foi est toujours présente. Et on voit dans les négociations qui se sont passées notamment l'année dernière, et le début des négociations cette année, à mon sens, est sur la même voie, quand les acteurs prennent un peu de hauteur, très vite cette notion revient. Et les parties s'en emparent de plus en plus. Et donc cette notion de bonne foi sera, à mon sens, une notion clé. Qu'il y ait nouvelle réforme ou qu'il n'y ait pas de nouvelle réforme, c'est une notion clé qu'il faudra toujours avoir en tête. Et donc enfin, je conclurai là-dessus avant de passer la parole à Anne-Sophie, mais la notion de conditions générales de vente, je vous le disais tout à l'heure, effectivement, point de départ des négociations, mais aussi référentiel. Et référentiel, c'est quelque chose qui est extrêmement important, notamment avec la notion de déséquilibre significatif qu'on connaît maintenant assez bien et qui doit être, à mon sens, toujours lu à la lumière de ce que sont les CGV au départ. Merci Nicolas. Je ne sais pas si on m'entend. Ça marche. Si, ça marche. Face effectivement aux conditions générales de vente et aux conditions tarifaires, le distributeur va généralement opposer au fournisseur
sa proposition formalisée dans la convention unique, censée traduire, comme vous le savez tous, le résultat de la négociation commerciale. L'accord devra néanmoins être établi avec des lettres de réserve, ce qui m'amène à vous parler des contreparties et du déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Nicolas l'a rappelé, effectivement, les contreparties sont sanctionnées et doivent être intégrées et notamment sanctionnées par les dispositions de l'article 442.1 du Code de commerce et engage donc la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution du contrat, d'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou une contrepartie manifestement disproportionnée. Les nouvelles dispositions se concentrent désormais sur la notion de contrepartie, alors qu'avant, le texte de l'article 442.6 prévoyait la notion de service commercial. Finalement, le dispositif EGalim vient un petit peu sécuriser la jurisprudence qui avait donc étendu le contrôle des avantages aux réductions de prix. En effet, la jurisprudence dès 2023 interprétait largement la notion de service commercial en indiquant qu'elle ne correspondait pas seulement à un service de coopération commerciale, mais elle pouvait être, l'avantage pouvait être de nature tarifaire et donc résulter potentiellement d'avoir ou de baisse de prix. Donc cette nouvelle rédaction, finalement, de l'article 442.1 vient consacrer un petit peu la jurisprudence, ne laisse plus place à aucun doute et à la place d'un service commercial, on vient appréhender l'avantage au regard d'une contrepartie. Ce qui laisse désormais au juge l'opportunité donc de contrôler tout type de contrepartie, y compris les remises tarifaires. Quant au déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, comment on le caractérise? On le caractérise de deux façons. La première, et le premier élément constitutif du déséquilibre significatif, vous le savez tous, c'est la soumission ou la tentative de soumission. À cela s'ajoute un deuxième critère cumulatif qui est bien évidemment l'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif. Alors la soumission ou la tentative, elle implique la démonstration de plusieurs choses. La première, ça peut être l'absence de négociation effective ou l'absence de possibilité de négocier les clauses incriminées, ou ça peut être également l'usage de menaces ou de mesures de rétorsion qui visent à forcer l'acceptation de la clause. Ainsi, on peut considérer que l'absence de contrepartie constitue un indice pertinent de la soumission ou de sa tentative. La structure d'ensemble du marché ou de la grande distribution peut notamment également constituer un indice de l'existence d'un rapport de force déséquilibré, mais ne peut en aucun cas déduire à elle seule le critère de la soumission. Quant à la seconde condition, l'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif, elle peut notamment se déduire de plusieurs facteurs, soit une convention type ou un contrat d'adhésion, une absence totale de réciprocité ou de contrepartie à une obligation. Elle peut également résulter d'une disproportion importante entre les obligations respectives des parties. Et enfin, elle peut également se déduire d'une maîtrise unilatérale de l'évolution du contrat. Si on en revient un petit peu au prix, le champ d'application du contrôle judiciaire au titre du déséquilibre significatif semble donc permanent dès la phase de négociation commerciale, comme le relevait très justement Nicolas, en passant par la conclusion du contrat et de son exécution. Peuvent notamment être sanctionnées au titre du déséquilibre significatif les stipulations relatives aux clauses de révision de prix qui peuvent se caractériser par une absence de réciprocité, mais également les clauses de réduction de prix qui prévoient des ristournes conditionnelles sans qu'aucune condition ne soit fixée. Et plus généralement, la Cour d'appel peut considérer que l'existence d'un déséquilibre significatif est caractérisée lorsqu'on prend en considération l'importance des remises sollicitées, des contreparties inexistantes ou dérisoires, et bien évidemment la précarisation de la relation qui peut être générée par ce comportement-là. Un mot très rapide sur les sanctions. Donc, le déséquilibre significatif, il est sanctionné selon la nature de l'action et de son initiative par le ministère de l'économie ou par les opérateurs économiques, d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 millions d'euros, ou le triple du montant des avantages indus ou perçus, ou 5% du chiffre d'affaires hors taxe réalisé en France par l'auteur des pratiques. On peut également obtenir la cessation des pratiques, la nullité des clauses et enfin
la publication de la décision. En conclusion, si on peut considérer qu'il est donc important, comme Nicolas vous l'a rappelé en début, d'utiliser tous les outils juridiques à votre disposition, dès lors que les contreparties et le déséquilibre significatif trouvent leur application dès la phase de négociation. Il est donc important de tracer tous les écarts tout au long de la négociation entre ce qui a été proposé et ce qui a finalement été contractualisé, notamment grâce aux lettres de réserve, ou, comme l'a relevé aussi Nicolas, avec la bonne foi, de s'assurer que la bonne foi est bien présente tout au long des négociations. Il en est également de même pour toute difficulté que les fournisseurs pourraient rencontrer au cours de l'exécution du contrat. Il est donc nécessaire de tracer l'ensemble des difficultés qui peuvent être rencontrées. En pratique, le respect de ces règles et de ce nouveau dispositif ne permet pas toujours d'aboutir à un prix équilibré, d'autant plus au regard cumulatif des conditions requises pour l'application du dispositif du déséquilibre significatif, qu'en effet la soumission ou la tentative de soumission est parfois difficile à démontrer. On constate donc qu'il est parfois difficile de coller parfaitement au résultat de la négociation dans l'accord commercial, ce qui démontre que les règles ne sont pas systématiquement bien adaptées. Eh bien, merci à tous les deux de ces explications. Alors, Léonard Prenier pour la FEF et Daniel Dio pour l'ULEC. Ma première question, finalement, elle va être assez simple. Ces règles sont-elles respectées, oui ou non, aujourd'hui ? Alors d'abord, bonjour à toutes et à tous, et merci à Fidal pour l'invitation. Donc il y a déjà beaucoup de sujets qui ont été abordés. On a parlé d'Egalim 2, on a parlé de prix équilibré. S'agissant des règles qui sont censées régir l'équilibre du prix, j'en vois trois principalement. D'abord, il y a la sanctuarisation du prix dans le cadre d'Egalim 2, puisque c'est une façon aussi quelque part de contrôler le prix, puisque le prix convenu, négocié entre l'industriel et le distributeur, lorsqu'on est dans le secteur alimentaire, doit refléter la part de matières premières agricoles qui doit être sanctuarisée. C'est un premier moyen de contrôler le prix par le biais des différents mécanismes Egalim 2. Alors après, sur l'évolution des mécanismes qui régissent plutôt, qui relèvent plutôt des pratiques restrictives de concurrence, moi je vois deux évolutions. Le déséquilibre significatif s'apparente de plus en plus à une forme d'abus de dépendance économique qui ne dit pas son nom. Pourquoi ? Parce que cette notion, en fait, elle nécessite d'interférer sur l'appréciation du rapport de force, puisque la soumission suppose qu'il y a un rapport de force déséquilibré, puisque par définition, lorsqu'on est dans un rapport de force égal et équilibré, il ne peut pas y avoir de soumission, ou en tout cas c'est beaucoup plus compliqué. Donc on voit que les juges sont de plus en plus réticents à aller sur le terrain du déséquilibre significatif. Pour cette raison-là, parce qu'ils ont de plus en plus de mal à appréhender aussi la notion de rapport de force, et parfois la compréhension du rapport de force n'est pas forcément évidente pour le juge quand il est face à des filiales françaises de grands groupes internationaux qui sont face à des enseignes. Il a parfois du mal à appréhender ou à comprendre pourquoi l'industriel se ferait, passez-moi l'expression, tordre un peu le bras par l'enseigne. Donc c'est une notion qui, de mon point de vue, sur le secteur de la grande distribution, ne joue plus véritablement son rôle. Il faut ajouter à cela qu'on constate aussi que l'administration de contrôle et de sanctions a de plus en plus de réticence à aller sur le terrain de l'économie du contrat. On voit qu'il y a une forme de basculement sur le contrôle par le biais du formalisme et de la sanction administrative, qui est beaucoup plus évidente, qui est beaucoup plus facile, mais qui peut-être ne permet pas d'aller sur le cœur du problème, qui est l'équilibre contractuel et le prix équilibré. Et puis sur l'avantage sans contrepartie, c'est aussi une notion qui a évolué. On est effectivement passé d'une notion de service à une notion de contrepartie au sens beaucoup plus large du terme. Je pense que c'est une notion qu'il faut conserver, qu'il faudra conserver vraisemblablement si on reste sur des mécanismes de pratiques restrictives de concurrence. Il faut voir comment la jurisprudence s'en saisit, mais le cœur du problème pour moi, c'est que pour voir comment le juge apprécie et fait évoluer cette notion, encore faut-il qu'il soit saisi. Et c'est pour moi la difficulté numéro un, et peut-être le problème numéro un, c'est qu'on est à une forme à un moment où on voit qu'il y a un basculement, en particulier de l'administration, je le redis, qui va plus sur du formalisme et sur du respect de date butoir, respect des délais de paiement, etc., qui sont des choses beaucoup plus simples à contrôler et beaucoup plus facile à sanctionner que sur la réalité économique du contrat et du prix en particulier.
Léonard Poignet. Oui, bonjour à vous tous. Alors moi, je suis chef d'entreprise, je ne suis pas avocat, je ne suis pas juriste. Et je dirais la discussion qu'on a là montre comment en fait, les PME et TI sont exclus aujourd'hui. On a une vraie barrière à l'entrée juridique dans la relation commerciale. Donc le prix équilibré, le constat à la FEF, on le fait clairement qu'il n'est pas là aujourd'hui, parce qu'on est passé à 33% d'entreprises déficitaires. Le monde agricole aussi estime qu'il n'est pas assez rémunéré. Et on a besoin d'un prix équilibré pour chaque maillon de la chaîne. La chaîne ne peut exister que si chacun vit, sinon ça ne va pas dans la relation commerciale. Donc le constat aujourd'hui sur tous ces dispositifs, il est clair, il est complexe. C'est très intéressant tout ce que vous dites, mais avant qu'une PME aille saisir un juge sur le déséquilibre significatif, on ne fait plus de commerce. Oui, peut-être, mais en tout cas, c'est sur nous, on n'y pense même pas parce que ça nous dépasse. Mais donc, ça montre bien qu'on est arrivé à un niveau de complexité inaccessible. Je suis désolé pour les avocats, parce que mais je ne suis pas sûr que ce soit si intéressant ça, d'être sur tous ces sujets-là tout le temps. Parce que si vos clients, que sont nos entreprises, sont rentables, vous êtes sûr d'être payés. Si on est déficitaire, ça devient beaucoup plus compliqué. Il faut rappeler les basiques du commerce par moment. Donc voilà, donc aujourd'hui, le constat, nous, il est clair, c'est qu'on n'y est pas, parce qu'on n'est pas... Et quand je dis ça, je n'accuse pas mes clients. Il y a un système qui a été mis en place, qui est une complexité effarante, qui fait qu'on est centré sur le juridique, qu'on s'envoie des lettres d'avocats, qu'on se confirme des trucs, trucs qui ne servent à rien. Je suis désolé, mais ça ne servirait que le jour où on va devant le juge. Donc vu que ce n'est pas notre intention, ça ne sert à rien. Et il va être temps de remettre du bon sens dans tout ça et de la simplicité. Alors, au moins pour les PME ETI, on parle de pratiques restrictives de concurrence, qui est quand même un axe majeur. C'est vraiment ça, en fait, l'enjeu que demande l'Europe. C'est comment on s'assure que dans les relations, il n'y a pas des abus de position dominante, qu'il n'y a pas des pratiques restrictives de concurrence. Et là, on sera sur l'essentiel et sortons un peu du détail. Alors, est-ce que ces règles ont finalement changé l'ambiance dans les négociations, ou est-ce que ça n'a rien changé? Qu'est-ce que vous en pensez, tous les quatre? Moi, je vais répondre. Ça a augmenté la tension dans les négociations. Aujourd'hui, avant, on négociait un plan d'affaires à un prix convenu. Maintenant, on négocie quelle option on doit prendre. On négocie des formules de calcul, de révision et de, je sais plus quoi, renégociation, merci. On négocie les valeurs d'indice. On négocie la date de référence de la valeur d'indice. Enfin, on parle on est devenus des experts du tableau Excel. Donc non, de toute façon, dès qu'on vient rajouter tout un tas d'éléments, ça complexifie la relation. Plus on s'éloigne du produit, plus la complexité de la relation est là. Nicolas, j'ai l'impression que vous vouliez parler. Oui, je trouve très intéressant vos deux observations qui finalement, pour moi, se recoupent au final. Je rejoins assez ce qui a été dit par Daniel sur l'aspect contrôle, où effectivement, si on caricature un petit peu, et c'est une tentation normale pour l'administration d'aller contrôler plus la forme que le fond. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des textes très rigides et très stricts sur la forme. Et bien évidemment, un contrôle sur la forme sera toujours plus rapide et plus simple qu'un contrôle sur le fond. Donc, ce n'est pas forcément une critique au sens strict du terme, c'est un constat, c'est factuel. Et là où je rejoins ce qu'il vient de dire à l'instant, c'est que bien évidemment, des entreprises qui ont une capacité d'aller chercher du conseil juridique à un certain niveau, mais qui peut-être va atteindre une limite à un moment donné, vont se retrouver dans une situation qui peut être un peu complexe pour pouvoir utiliser l'outil juridique au-delà de la simple contrainte qu'il représente. Donc pour reprendre la question que vous posiez, c'est de dire est-ce qu'aujourd'hui ça fait évoluer les négociations, j'ai envie de dire quand même oui, alors pas forcément que dans un bon sens, parce que ça vient d'être dit, c'est aussi un surplus de contraintes, et est-ce que la contrainte apporte une valeur ajoutée suffisante par rapport à ce qu'elle est? Ça, c'est un vaste débat et on est là pour en discuter aujourd'hui. Est-ce que ça peut amener au demeurant du positif? Sans doute que oui aussi. On voit que notamment, quand même, c'était l'un des aspects et peut-être l'objectif des lois Egalim, d'aller quand même remettre un peu de valeur auprès de la production agricole. Alors, les spécialistes du secteur agricole pourront nous en dire un mot tout à l'heure, mais sans doute qu'il y a une partie de l'objectif qui a été atteint. Il y a encore du travail, très certainement. Mais voilà, on voit bien que c'est l'équilibre entre règles de forme et fond de l'équilibre de la relation commerciale. Sans doute là, il y a un travail à réaliser. Alors, nous autres juristes, on a notre rôle et notre part de responsabilité pour pouvoir amener un éclairage suffisant et pouvoir effectivement
faire en sorte que les règles de forme soient assimilées assez facilement pour pouvoir assez vite sur le fond. Et comme disait monsieur à l'instant, il y a pouvoir discuter du prix. Hein, c'est la négociation, c'est d'abord ça, un produit, un prix. Mais effectivement, aujourd'hui, ça a forcément fait évoluer les choses. Après, en bien ou en mal, chacun portera son jugement. Daniel Dio, je vous ai vu un moment monter le micro. Généralement, ça veut dire j'ai envie de réagir. Je lève la garde. Sur Egalim 2, c'est une certitude que s'il n'y avait pas eu ces dispositions-là, il n'y aurait pas eu d'inflation sur les prix 3 nets de cession des industriels aux distributeurs dans les 2 et 3 dernières années qui viennent de s'écouler. C'est une certitude. Il y a une conjonction aussi de plusieurs facteurs. Il y a effectivement ces dispositions dont on reparlera. Hein, par rapport à la complexité, il n'y a pas de débat là-dessus. Je pense que personne ne peut dire qu'elles ne sont pas complexes. Il y a un ministre qui fait le job et qui met une pression assez dingue sur les acteurs pour que, globalement et de manière très généralisée, il y ait des hausses qui soient passées dans un contexte ultra-inflationniste. Et puis, il y a la crise en Ukraine et la signature de la charte en Ukraine. Donc, ces 3 facteurs font qu'effectivement, sur les 3 dernières années, ça a marché. Alors après, ça vient après une décennie de déflation. Et là, on rebascule sur le caractère encadrant du déséquilibre significatif et de l'avantage sans contrepartie. En fait, ce sont des dispositions qui ne concernent que l'administration, il faut être clair. En dehors de notre secteur, il y a effectivement des contentieux qui sont initiés sur la base du déséquilibre significatif. Moi, j'ai jamais vu une entreprise industrielle de petite ou de grande taille, d'ailleurs, aller sur ce terrain-là vis-à-vis d'un client parce qu'il n'y a pas de contentieux, ou quasiment pas de contentieux sur ces relations-là, qui sont initiées par les parties elles-mêmes. Alors ça commence à venir sur un certain nombre d'autres sujets, comme les déréférencements, et puis les problématiques dans le cadre des absences d'accords et des difficultés de négociation, avec les arrêts de livraison, les arrêts de commande. Ça, c'est un autre sujet. Mais globalement, ces dispositions-là, ces 2 dispositions-là, ont été encadrantes à un moment donné. On a bien vu la jurisprudence évoluer jusqu'à celle du 25 janvier 2017, notamment, où on a consacré d'une certaine manière l'applicabilité du déséquilibre significatif aux éléments constitutifs du prix, pas au prix lui-même, ce qui était une petite subtilité du juge. Mais il faut s'interroger, et là, bon, ça fait le lien avec je ne vais pas anticiper sur la dernière table ronde, mais il faut se reposer la question de la pertinence du maintien de ces dispositions en l'état, dans la mesure où leur efficacité est relative et elle peut être questionnée. Et puis par ailleurs, peut-être qu'il faut évoluer sur des choses beaucoup plus simples. Et là-dessus, je rejoins complètement Léonard sur la nécessité de simplifier un certain nombre de dispositifs. On abordera ça effectivement lors de la dernière table ronde. Une avant-dernière question. Par définition, le commerce est inégalitaire. C'est-à-dire qu'il y a des petits distributeurs et des grands distributeurs lorsqu'on regarde les parts de marché. Et il y a des PME et des multinationales. Alors ces règles sont-elles adaptées à un monde qui, de toute façon, n'est pas égalitaire? À partir du moment où la règle est unique, elle n'est pas adaptée. Tous les pans du droit, moi je suis chef d'entreprise, le droit social, les règles du jeu sont différentes suivant la taille des acteurs, même la fiscalité, les impôts ne sont pas les mêmes. On voit les débats qu'on a en ce moment sur la fiscalité, les impôts ne sont pas les mêmes. Alors d'ailleurs les PME payent plus d'impôts que les grands groupes, mais ça serait un autre débat, mais dans ces lieux, ils en ont bien conscience. Donc par définition, quand la règle est unique, elle ne permet pas de rétablir l'équilibre entre les parties, ce qui est comme le rôle du droit. C'est de rétablir l'équilibre. On est en déséquilibre massif, donc il faut des règles différentes suivant la taille des acteurs. C'est le seul moyen. Sinon, une règle unique ne peut pas être adaptée. Daniel? Alors, ce n'est pas forcément mon point de vue, parce que moi, j'ai toujours beaucoup de mal avec les mesures qui sont applicables en fonction de critères plus ou moins objectifs et qui créent toujours des distorsions de concurrence. Honnêtement, on l'a vu avec la loi de Bruno Le Maire et le raccourcissement du calendrier légal de négociation l'année dernière. En fait, quand vous mettez un seuil, vous avez forcément des effets de bord. Quand vous mettez un seuil à 350 millions, si vous êtes à 360 ou à 340, vous êtes dans l'une ou l'autre des catégories. Bon, en fait, en réalité, moi, de mon point de vue, mais là c'est un avis très personnel, je pense que la règle peut être tout à fait unique et applicable avec discernement. C'est d'ailleurs ce que clame en permanence à la fois la FEV, d'ailleurs, et les distributeurs. Donc, on peut avoir des règles uniques.
avec une applicabilité qui se fait de manière très pratique et très opérationnelle, avec un grand groupe et avec une PME de manière complètement différenciée. Ce n'est pas forcément antinomique. Nicolas, j'ai une question pour vous. Je vais me mettre du monde à dos. Je suis journaliste, je ne suis pas juriste. Donc, le prix équilibré, je vois ce que c'est. Mais ça m'amuse assez lorsque je côtoie beaucoup de distributeurs et d'industriels. Je mets les deux dans le même sac, je précise bien. La notion de bonne foi. C'est vraiment une notion juridique? Seul l'est par essence, j'ai envie de dire. Mais c'est la notion qui permettra de prendre le recul nécessaire justement pour apprécier ce qui vient d'être dit par nos deux intervenants. C'est-à-dire que, vous voyez, vous parliez d'équilibre dans un rapport de force de négociation. Il y a toujours rapport de force dans une négociation, c'est le propre de la négociation. Mais effectivement, instinctivement, on vient parler de gros et de petits. On a tous en tête des exemples où ce n'est pas forcément le gros qui a un rapport de force de négociation et le petit qui est faible. Si le petit il a une marque très forte, si le petit il a un produit qui est indispensable à l'instant T, qui est un produit avec effet de mode, qui est un produit saisonnier, qui est un produit où il va y avoir une rareté à un instant T, qui est un produit où il y a une identification territoriale extrêmement importante. Bref, moult raisons qui font que le petit, à un moment donné, peut avoir un pouvoir de négociation très fort par rapport à un plus gros, et inversement. Et les choses peuvent évoluer de manière assez rapide. Donc ce critère-là, il est vrai qu'il n'est pas forcément non plus si objectif que ça. Et la bonne foi, c'est ça. La bonne foi, c'est de dire dans toute situation, à un moment donné, on doit pouvoir être capable d'apprécier si je suis transparent sur les arguments que j'avance. Si les arguments que j'avance, ils sont fondés sur des choses concrètes que le cas échéant pourrait étayer. Et si c'est bien utilisé, cet argument de la bonne foi, en réalité, c'est même peut-être source, on va dire, c'est une manière d'éviter des contentieux ou des précontentieux. C'est-à-dire que si chacun prend conscience de l'importance de cette notion, et si demain les juges s'en emparent pour avoir des décisions qui seraient assez exemplaires sur le sujet, ça peut être une manière pour les parties, au-delà des textes, d'engager des négociations qui seront fondées sur la bonne foi. Et c'est là, alors après, là on est sur la philosophie juridique, de quelle manière le législateur doit s'emparer d'une future réforme. Est-ce que cette notion de bonne foi ne devrait pas être une notion cardinale? Et ce serait aussi une manière de simplifier les textes. Mais là, je m'avance déjà sur ce qui serait l'objet d'une prochaine table ronde. Et là, de très bonne foi, je vais vous dire que le timing va nous imposer de passer à la table ronde suivante. Merci